On va commencer du coup par les mêmes deux. Donc là, hop, vague A, c'est parti. Donc ça, je vous les mets sur le forum après, hein, promis. Donc du coup, je vous rappelle le sujet. Vous êtes à votre rattrapage de quatrième année de filière de santé. Vous vous êtes bien préparé. Votre meilleur ami, Ellie, qui n'a rien fait du semestre, vous confie qu'il va tricher car il a réussi à se procurer le sujet. Au moment des résultats, il valide sa quatrième année et vous aussi. Que faites-vous dans cette situation? Bon déjà, truc marrant un peu, mais il y a des étudiants, ils ont dit que Ellie, c'était une femme. Bon, c'était votre meilleur ami au masculin, faites gaffe, c'est des petits détails, mais ça peut faire rire le riz, et du coup, c'est dommage. Bon, voilà. Alors, là, en gros, à chaque fois, je vous dis, il faut séparer un petit peu en trois parties. Donc là, c'est un peu l'intro, la contextualisation. En fait, ce qu'il fallait vraiment dire, c'est que le personnage, vous commencez par le personnage que vous incarnez. Donc là, vous étiez un étudiant en quatrième année de santé. Donc, ça veut dire que vous avez passé la première année et que vous êtes en MMPK. Genre, vous pouvez être en kiné comme vous pouvez être en pharmacie. Euh, le personnage, du coup, c'est un étudiant qui a révisé parce que du coup, il avait eu un rattrapage, donc il avait, entre guillemets, échoué à un examen, et du coup, là, il devait absolument valider, sinon il redoublait sa quatrième année. Jusque-là, on est bon, c'est facile. Le deuxième personnage, c'est le meilleur ami. Ce qu'il faut vraiment dire, là, les mots-clés, c'est qu'il y a une relation de confiance entre le personnage et le personnage que nous, on incarne, qu'on a un lien d'amitié qui est très fort, c'est pas juste un ami, c'est meilleur ami, et que du coup, on suppose qu'on a de l'affection pour cette personne. C'est pas n'importe qui. Et ce qu'on sait, et ce dont on est sûr, c'est que Ellie, il n'a pas préparé ses examens et son rattrapage, et donc, par contre, on n'a pas plus d'informations. Parce qu'en fait, enfin, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de contexte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a triché, et on ne sait même pas comment il a triché. Et ça, c'est important pour la suite. Voilà, donc la seule chose dite par Ellie, putain, mais oh, mon écran là, excusez-moi, hein, il fait une crise d'épilepsie. La seule chose qui est dite par Ellie, c'est qu'il va tricher en ayant eu le sujet à l'avance, mais on ne sait pas comment. Et enfin, le petit plot twist à la fin, c'est que les deux, ils réussissent leur quatrième année. Donc en vrai, ce qui pourrait être intéressant déjà là, quand on voit ça, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on aurait eu la même réaction si, par exemple, on avait échoué et que lui, il avait réussi. Mais ça, c'est pour la fin. Là, on se projette trop. Du coup, une fois que vous avez dit tout ça, vous le dites bien, hein, vous prenez votre temps et tout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez parler à jeu ou vous pouvez parler de manière un petit peu plus impersonnelle, comme moi je suis en train de faire actuellement. Ça change rien, c'est pareil. Au niveau des réactions, alors ça c'est important, je l'ai mis sur la première correction, c'est qu'il n'y a aucune bonne réponse dans les mêmes deux et les mêmes trois. C'est pour ça que quand je vous ai mis la banque de sujets sur le forum, j'ai pas mis de correction. J'ai pas envie de vous mettre des idées dans la tête pour pas grand-chose. En fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que des mauvaises réponses, sachant qu'une mauvaise réponse, c'est quelque chose qui est fait pour de mauvaises raisons ou quelque chose qui n'est pas du tout expliqué ou justifié. Voilà, ça c'est important quand même. En gros, vous avez le droit de proposer plusieurs réponses, des réponses contradictoires tant que vous expliquez. En fait, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Donc là, en vrai, ce qui était pertinent, parce qu'il y a des gens qui se sont lancés directement dans l'aspect éthique de la tricherie, c'est un peu tout de suite aller loin, je trouve. En vrai, c'était bien de s'intéresser à votre meilleur ami d'abord. Parce qu'on pourrait savoir un petit peu pourquoi il a triché, on ne sait pas trop en fait. Parce qu'en plus, s'il vous l'a dit, que peut-être qu'il essayait de vous donner un signal, peut-être qu'il essayait de dire, de vous lancer un petit peu, comment dire, de vous inquiéter, de vous dire, bah, écoute, là, je vais pas bien, j'ai fait des mauvais choix, est-ce que tu peux t'intéresser à moi? Et en fait, on ne sait pas non plus le contexte qui l'a poussé à faire ça, les motivations. Par exemple, peut-être qu'il avait des problèmes matériels et sociaux, peut-être qu'il avait des problèmes financiers qui l'obligeaient à travailler trop à côté de ses études, peut-être qu'il avait des petits problèmes. Donc là, j'ai mis un exemple qu'il avait un trouble psychiatrique qui était pas diagnostiqué et que ça pouvait avoir des impacts assez lourds sur sa vie, vu qu'il n'était pas encore pris en charge. Il peut vraiment se passer une infinité de raisons pour lesquelles quelqu'un peut faire ça. Et peut-être que le fait qu'il vous en ait parlé, c'est parce qu'il vous faisait confiance qu'il a besoin d'aide. Donc, avant même de s'intéresser à la tricherie en elle-même, moi, je trouvais que c'était plutôt pertinent de s'intéresser à votre meilleur ami. Après, voilà, ça, c'est mon avis. C'est une proposition de correction encore. Et donc là, c'est le moment le plus important, c'est que dans cette situation, on ne sait pas du tout, j'ai dit comme, comment Ellie il a triché, on n'a pas de preuves, et c'est vrai que ça paraît difficile non seulement de dénoncer sans preuve, mais de dénoncer. Il faut savoir que dans un cadre juridique, vous êtes juste étudiant témoin. Ça, c'est vraiment le terme qui est à employer. Et en fait, il faut savoir que, ou pas le savoir forcément, mais c'est un peu du bon sens, vous n'êtes pas du tout obligé de dénoncer quelqu'un si vous êtes témoin. D'accord? Là, vous n'êtes pas l'examinateur, vous n'êtes pas le surveillant, vous n'êtes pas un prof, vous n'êtes pas de l'administration ou de la scolarité.
En fait, la dénonciation, ça va vraiment être à titre individuel. C'est, voilà, j'ai mis que ça relevait d'un choix éthique et personnel. Donc, et puis ensuite, bah, plutôt la perspective affective, c'est vrai que ça paraît peu réaliste que vous alliez dénoncer votre meilleur ami comme ça, surtout sans preuve. Vous voyez ce que je... Parce que je sais qu'il y en a, ils ont essayé d'être très droit dans leurs bottes et de dire qu'eux, ils vont dénoncer machin. Est-ce que vraiment, dans une situation réelle, on le ferait? C'est peut-être plus honnête de dire qu'on le ferait pas. Mais ça, c'est en vrai, toutes les réponses étaient acceptées, tant qu'elles étaient justifiées. Donc, à ce moment-là, par exemple, si quelqu'un avait envie de dénoncer, bah, peut-être qu'il faudrait en parler à Ellie, savoir déjà comment il a triché, avoir des preuves et tout. Mais à ce moment-là, il faut être honnête avec Ellie. Il faut lui dire, écoute, moi, je vais en parler à quelqu'un. Bon, du coup, vous perdez votre ami, hein, littéralement. Mais ça pouvait s'entendre. Mais voilà, il fallait prendre en compte toutes les conséquences qui étaient derrière. Et donc, pour la petite conclusion d'ouverture, c'est un sujet qui est quand même difficile. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé difficile ou pas. Il y a des questions, Manon, ou pas? Pour l'instant, non. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé difficile ou pas, mais moi, je trouvais que c'était un sujet un peu difficile quand je l'ai fait, parce que c'est quand même un problème moral qui s'immisce au sein d'une relation de confiance. Et surtout, en plus, là, la petite subtilité, c'est que les deux, ils validaient leur année. Donc, est-ce que ça valait vraiment le coup de tout gâcher, entre guillemets, pour dénoncer? Pas forcément. Surtout que dans une situation réelle, c'est un peu compliqué de se projeter dans une situation. Je sais pas si ça en est arrivé à certains d'entre vous, j'espère pas, mais on a du mal à savoir comment on réagirait en conditions réelles. Ça, on peut le dire au jury, il n'y a pas un problème. C'est OK. Et donc là, par exemple, moi, je trouvais qu'en ouverture, ce qui était pertinent, c'était de changer un petit peu la mise en situation. Par exemple, si, ben, comme je vous ai dit au début, si par exemple, nous, on avait raté et que Ellie l'avait réussi, est-ce qu'on n'aurait pas été un petit peu plus enclin à le dénoncer? Vous voyez, enfin, ça veut dire qu'on est une mauvaise personne, hein, mais en vrai, c'est être honnête et réaliste que de se poser la question, est-ce qu'on aurait réagi différemment si les résultats n'avaient pas été les mêmes? Voilà, du coup, ça, c'était pour ce sujet. C'est une proposition de correction. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Moi, j'ai une petite question. On a Ouais. le droit, du coup, de dire dans la conclusion que c'était un sujet difficile, tout ça. Ah oui, oui, vraiment, il y a aucun problème. En fait, les mises en situation, c'est vraiment des sujets très libres et Ex. ouais, Ouais. et Et on a vous le avez droit vraiment de le droit. dire, du coup, que la situation est assez délicate et qu'on peut avoir plusieurs avis, etc. Ouais, comme je vous ai dit, vous avez le droit de donner plusieurs avis, mais à ce moment-là, il faut les développer chacun. Donc c'est comme en fait, il y en a qui tiennent 5 minutes, c'est parce qu'ils développent plusieurs axes de réponse. Donc là, vous pouviez dire, en vrai, c'est difficile de se projeter, de savoir comment on réagirait dans une situation réelle. Si je venais à le dénoncer, il faudrait que je fasse ça, 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 et ça s'entend. Si, mais en réalité, je pense pas que je le dénoncerai. Enfin, vous voyez, donc en fait, vous avez le droit de partir dans plusieurs sens, tant que ça suit un même fil conducteur et que vous justifiez chaque réponse. Et à la fin, au final, vous avez parfaitement le droit de dire bah, c'était une mise en situation qui était difficile parce que le thème c'est ça, c'est pas forcément fréquent, donc vous pouvez aussi parler de la fréquence de ce genre de situation, etc. Enfin, vraiment, voilà, soyez honnête, soyez réel avec le jury. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non? Ok. Mettez-moi la note sur 10 de la difficulté de ce texte dans le chat, juste pour que je vois. Et du coup, on va faire le même de la vague, qui était marrant. Donc, je relis pour tout le monde. Votre mère, diabétique de type 2, a trouvé un documentaire sur YouTube qui explique que la metformine, son traitement actuel, est moins efficace que la tisane à la rose et à l'essentiel de lavande appliquée directement sur la peau. Elle vous dit donc qu'elle va arrêter son traitement à la metformine. Que faites-vous face à une telle situation? Alors, ça, c'était... Franchement, j'aime trop ce sujet, je trouve qu'il est grave drôle. Alors, vous saviez pas, la petite difficulté qui peut faire paniquer, c'est que vous savez pas forcément ce que c'est la metformine. Ok. Bah, du coup, juste, on comprend quand même avec du bon sens que c'est un des traitements du diabète de type 2. Après, si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu, mais c'est pas vraiment forcément pertinent. Tout ce qu'on comprend, c'est que c'est un traitement médical. Donc, on commence tout de suite avec l'intro, la contexte. Il y a des questions ou pas, Manon? Non, juste la difficulté, ils ont mis 7 sur 10 pour le texte d'avant. Ah, quand même! Bah, ouais, en vrai, le qui était difficile, donc je suis d'accord. Merci, Manon. Ok, donc là, le personnage incarné, c'est vous-même. Donc ça risque de beaucoup arriver aux vrais oraux.
Du coup, tranquille, vous êtes vous-même, vous n'avez pas à jouer un rôle, comme j'ai marqué. Donc là, quand on dit vous-même, c'est vraiment vous êtes étudiant en LAS à Nice, à peine majeur, pas même, et, euh, et que vous ne savez pas forcément. Donc là, je l'ai bien souligné, enfin, je l'ai bien mis, mais vraiment, il faut souligner les limites du personnage incarné à chaque fois. Et là, si vous êtes vous-même, en général, la limite, ce sera que vous n'êtes pas un Il professionnel y de a une, santé, par il y a une exemple. question, c'est est-ce que le prof va pénaliser si on ne connaît pas certains termes médicaux? Ah non, non, non. Il y a pas de connaissances qui sont. C'est une bonne question, il y a pas de connaissances qui sont attendues. C'est D'ailleurs, vous pouvez le dire au jury que vous savez pas ce que c'est, mais que vous allez essayer de réfléchir, de faire une réponse adaptée. Vous avez le droit de dire au jury que vous savez pas. Ça, c'est vraiment hyper important. Genre, c'est pas un signe de faiblesse, ça va pas être pris en compte. Au contraire, ça va être valorisé parce que voit que même si vous ne savez pas forcément de quoi vous parlez, vous ne maîtrisez pas à fond le sujet, vous arrivez quand même à apporter une réaction pertinente. Enfin, moi, je sais que les oraux que j'ai passés à chaque fois pour l'armée et tout, je disais toujours la vérité quand je ne savais pas et ça m'a plus rapporté de points qu'enlevé, hein. Donc, faites ça. Voilà. De toute façon, je le dirai au jury. Donc, donc, je continue du coup. Le deuxième personnage, c'est votre mère. Donc là, ce qu'il faut vraiment dire, vraiment le dire au jury, c'est qu'il y a une relation de confiance, un lien familial qui est supposé très fort. On ne va pas partir du principe qu'il y a des relations désastreuses, d'accord? Et aussi, ce qu'il faut vraiment nuancer, c'est que c'est une figure d'autorité, la mère. Donc ça veut dire que, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle vous voit un peu comme un enfant, pas forcément comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, surtout dans le domaine de la santé. Donc là, la contextualisation, elle vient de voir une vidéo sur YouTube. Donc là, j'ai mis que c'était un prétendu documentaire, parce que bon, on a bien capté que c'était n'importe quoi. Et donc là, le danger, c'est que ça lui dit que son traitement médical contre le diabète, c'est moins efficace que des méthodes qui sont non médicales et non prouvées. Donc ça va être ça, toute la difficulté de l'argumentation. Et ensuite, pour contextualiser, si vous connaissez un petit peu le diabète de type 2, normalement, en vrai, ça va, le diabète de type 2, c'est quand même un truc relativement connu. Mais voilà, c'est de plus en plus présent, vous avez le droit de le dire. Et que donc là, je vous ai mis, si c'est pris en charge, il y a des complications qui sont micro-macrovasculaires qui sont assez importantes, donc je vous en ai mis quelques-unes. Vous pouvez en citer, hein, franchement, si vous avez des connaissances sur ça, vous pouvez y aller. Mais voilà, insuffisance rénale, lésion des nerfs membres, infection dentaire, infarctus du myocarde, etc. Et intoxication au glucose surtout. Du coup, juste pour. Pardon, excusez-moi. Non, je vais le faire après. Et on peut passer du coup maintenant à ce stade à la réaction, à la réponse. Donc déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que votre mère, elle s'est confiée à vous et que c'est une bonne chose parce qu'elle aurait pu ne pas vous le dire. Donc là, il faut souligner que c'est positif et que vous allez pouvoir intervenir à votre échelle. Là, tout l'enjeu, ça va être de vraiment bien choisir vos mots, de pas être agressif, de ne pas être dans la confrontation. Parce que déjà, il y a plein de trucs qui font que elle peut vous reprocher, par exemple, vous n'avez pas la maladie comme elle, alors qu'elle vit avec et que c'est une maladie chronique, que vous n'êtes pas professionnel de santé, que vous êtes son enfant, vous êtes qu'étudiant, etc. Donc, elle pourrait vous reprocher un manque de crédibilité. Donc, vous n'allez pas pouvoir lui dire oui, moi, je sais mieux que toi, etc. C'est pas le but. En fait, le but, je l'ai marqué après. Donc, vous pouvez lui dire, hein, c'est ce genre de choses, mais il faut vraiment être très nuancé. Et en fait, alors oui, j'ai aussi précisé que si jamais vous vouliez être sûr, vous pouviez regarder s'il y avait des études sur l'huile essentielle de lavande pour le diabète. En vrai, why not, ça s'entend. Voilà, donc là, en fait, vous, l'enjeu en tant que vous-même, le personnage incarné, ça va être de lui exprimer vos inquiétudes, d'essayer de la raisonner avec ce que vous savez. Vous pouvez essayer de vous renseigner, par exemple, sur la physio de la metformine. Donc, du coup, la metformine, c'est un antidiabétique oral, hein, d'accord? Et je crois que ça a trois effets. Ça diminue l'absorption de glucose au niveau de l'intestin, ça permet aux cellules de mieux absorber, enfin, de mieux utiliser l'insuline. Et il y a eu un troisième truc, mais je ne sais plus. Enfin, ouais, voilà, donc c'est ça un petit peu le fonctionnement pharmacologique de la metformine. Donc ça, pourquoi pas? En vrai, vous pouvez déjà faire des recherches. Donc là, vous dites au jury, je pourrais faire des recherches sur la metformine et expliquer un petit peu comment ça marche à ma mère, sans que vous sachiez comment ça marche. C'est pas grave ça. Voilà, donc, et j'ai bien précisé, et ça, il faut le dire au jury, l'enjeu, c'est pas de culpabiliser la maman pour être tombée dans une intox ou voilà, elle n'est pas naïve, etc. Ça arrive à beaucoup de gens. Il faut vraiment l'encourager à ne pas arrêter tout de suite son traitement parce que c'est une décision qui est trop rapide. Et surtout, il faut l'encourager à parler à des professionnels de santé avant toute chose. Donc là, par exemple, une proposition de solution, moi, je trouvais vraiment hyper pertinente, c'était de prendre rendez-vous avec son médecin, l'endocrinologue qui la suit, on ne sait pas, et de l'accompagner aussi à son rendez-vous. Comme ça, vous êtes présent en tant que son enfant. Je trouvais que c'était pertinent. Mais après, c'est une proposition de réponse.
Et enfin, en conclusion, donc voilà, là, vous pouvez dire, bah, le thème de cette mise en situation, c'est la circulation des fausses informations relatives à la santé sur Internet. Donc évidemment, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Et là, l'enjeu de ce sujet, c'était de reconnaître qu'en tant qu'enfant, on a des limites, et en tant qu'étudiant en LAS, du coup, et que le plus important, c'est de demander de l'aide, d'accompagner votre mère et de faire appel à des professionnels de santé. Et j'ai aussi mis que c'était important de ne pas culpabiliser une personne parce que je me souviens quand j'avais fait l'atelier mise en situation, parfois vous étiez un petit peu enclin à culpabiliser les personnes dans les mises en situation. Et vraiment, ça, c'est l'erreur à ne pas faire au MM2 et MM3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet qui était marrant? J'attends un peu, hein, au pire. Sinon, après, on passe direct au MM3. Je pense que ça allait ce sujet en vrai, hein. Voilà. Ah oui, il fallait pas partir dans des trucs théorie du complot, machin, machin. Ça, c'était là le sujet par contre, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va passer au même 3 de la vague A, comme ça on va vite. Il n'y a pas de questions Alors, pour l'instant. bah pareil, notez la difficulté du sujet que je viens de vous corriger. Et si vous voulez rajouter des trucs aussi, vous n'hésitez pas, comme ça on les dit un petit peu aux autres. Parce que c'est des propositions de correction, donc vous pouvez avoir fait d'autres trucs qui sont tout aussi pertinents. Voilà, alors, ok, on lit. Alors, vous êtes étudiant en troisième année à Nice. Lors d'un cours en amphithéâtre à 8 heures, vous remarquez qu'un étudiant de votre classe que vous ne connaissez pas bien arrive en état d'ébriété et sans l'alcool. Une bouteille de vodka dépasse de son sac. Comment réagissez-vous face à une telle situation? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis vodka, mais ça n'a pas d'importance. Donc, on commence par l'intro, la contextualisation. Donc, déjà, le personnage que vous incarnez, c'est un étudiant en troisième année, excusez-moi, en troisième année d'études supérieures à Nice. Donc là, il n'y a pas plus d'infos, donc vous n'êtes pas forcément un étudiant en santé. Vous pouvez facilement être un étudiant en histoire, donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément des connaissances très poussées sur l'alcool. Alors, avec toute la prévention qui existe, on part du principe que ça va, mais vous n'êtes non plus un. Enfin, vous n'allez pas forcément faire un cours. Enfin, vous n'allez pas vous concentrer sur ça, vous n'allez pas vous concentrer sur les effets de l'alcool. C'est pas ça l'enjeu. Du coup, le deuxième personnage, là, la difficulté, en fait, c'est que ce personnage, vous le connaissez bien. Il est dans votre classe, mais c'est le seul lien que vous avez avec lui. D'ailleurs, il est même nommé. Donc, il n'y a pas de relation de confiance, il n'y a pas de relation d'amitié. Il y a aussi, évidemment, le problème qui est flagrant, c'est que il a une bouteille d'alcool et il est bourré alors qu'il est 8 heures du bar et que en cours. Un problème. Problème, problème, problème. Donc ensuite, ouh là là, voilà. Donc là, pour contextualiser, excusez-moi. Pour contextualiser, déjà, vous pouviez dire que vous pouviez un petit peu décrire l'espace dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à faire ça vraiment pour montrer que vous vous mettez vraiment dans la situation. Donc là, vous dites, bon, là, je suis en cours à la faculté, il est 8 heures, donc là, c'est le début du cours, il doit y avoir plein de gens autour, etc. C'est un lieu public. Évidemment, si c'est un lieu public, c'est quoi les conséquences? C'est que c'est interdit d'amener de l'alcool, donc ça, c'est le règlement intérieur de la fac en général. Et aussi, c'est interdit d'être en état d'ivresse sur la voie publique. Ça, c'est le code de la santé publique. Donc ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le savoir, mais ça coule de source que c'est interdit quand même. Et d'ailleurs, enfin, je l'ai rajouté, mais vous risquez une contravention de deuxième classe, donc ça, je crois, c'est jusqu'à 150 euros d'amende. Donc voilà, il y a des conséquences qui sont vraiment, enfin, comment dire, actées, quoi. Et donc les risques pour l'étudiant, c'est par exemple exclusion temporaire, avertissement et évidemment passage devant la commission disciplinaire. Donc ça, c'est un petit peu les connaissances de comment ça fonctionne une fac. C'est tout. Vous pouvez vous renseigner sur ça éventuellement. Le contexte de cours, le problème de ce contexte, c'est que bah, c'est un peu compliqué parce que s'il y a un prof et il y a plein de gens autour, on ne va pas forcément faire un scandale tout de suite. On ne va pas forcément alerter tout le monde et tout. Enfin, bref, voilà, on ne va pas faire de la merde, quoi. Au niveau de la réaction et de la solution, ce qui fallait vraiment comprendre, c'est qu'il y avait un problème qui était urgent. C'était l'alcoolisation aiguë de l'étudiant et l'apport d'alcool à la faculté. Et après, je l'ai mis un peu après, mais le problème sous-jacent, moi j'aime bien, c'est pas comme ça, genre problème en gros flagrant et problème sous-jacent. Parce qu'en fait, le problème qui est flagrant, vous allez le prendre en charge tout de suite. Et le problème sous-jacent, vous allez le prendre en charge à distance, on va dire, de l'événement. Ça, je l'avais fait aux mises en situation, aux ateliers, et je trouvais que c'était vachement pertinent comme séparation. Donc, le problème majeur, on a dit que c'est l'alcoolisation aiguë. Donc, dans l'immédiat, il faut vraiment dire au jury que là, l'étudiant actuellement, il représente un danger pour lui-même et aussi pour les autres. Parce qu'une personne qui est sous substance voilà, comme ça, il peut être imprévisible, il peut avoir un comportement dangereux. Donc là,
l'enjeu de ce sujet, c'est qu'il faut éviter enfin, il faut empêcher l'étudiant de mettre en danger les autres ou alors de faire un trouble à l'ordre public, qui sera aussi puni du coup. Donc vous pouvez, alors, du coup, il faut un petit peu prévoir différentes situations à ce moment-là. Déjà, vous pouvez vous approcher un petit peu pour évaluer comment il est, parce que ça se voit s'il est très mal en point ou si ça semble aller. Parce que vous pouvez être alcoolisé, mais être quand même relativement conscient, cohérent, etc. Ou alors, vous pouvez être bourré et vous pouvez être très très mal. Donc, ça veut dire, par exemple, vous êtes sur le point de vomir, vous avez des réflexes vomitifs, ou alors vous êtes vraiment en train de somnoler, enfin, on peut redouter un petit problème de coma, quoi, enfin, qui arrive rapidement, quoi, dans le pire des cas. Donc voilà, vous pouvez vous approcher calmement pour évaluer. Ce qu'il faut vraiment préciser au jury, c'est que là, dans cette situation, il ne faut pas que vous mettiez en danger parce que vous êtes un étudiant et vous ne le connaissez pas. Et ce n'est pas le but de créer un suraccident, entre guillemets. Et donc, ce qui est pertinent à ce stade, c'est de parler un petit peu avec vos amis qui sont dans votre classe, par exemple, pour essayer de vous mettre un petit peu à plusieurs sur la gestion de la situation. Donc, par exemple, si l'étudiant il est quand même relativement calme et qu'il est en bon état, vous pouvez tenter avec vos amis de le faire sortir, enfin, de lui demander s'il a besoin de prendre l'air, s'il veut un verre d'eau, etc. Juste pour un petit peu jauger la situation un peu mieux. Mais si jamais on voit que l'étudiant il est trop agressif ou trop alcoolisé, en vrai, on peut tout de suite prévenir un adulte responsable parce que de toute façon, sinon, on se met en danger. Donc là, on peut sortir de l'amphi, aller prévenir un surveillant, on peut aller prévenir les responsables de promotion. Le le service de santé universitaire, je trouve que c'est hyper pertinent, mais encore celui qui en est sur le campus, parce que par exemple, si on est à la fac de médecine, ben, il n'y en a pas. Enfin, il faut vraiment connaître le numéro des secours parce que ça, c'est un thème récurrent, genre le 15 et tout. Et préférentiellement, si c'est la santé, vous appelez le SAMU, vous appelez pas les pompiers. Et enfin, le problème sous-jacent, fini avec la réaction, c'est est-ce que il est dans une situation d'alcoolisme parce que quand même à 8 h du matin, ça ressemble à de l'alcoolisme. Il y a peut-être qu'il était, on ne sait pas, peut-être que c'était exceptionnel qu'il était en soirée et qu'il a enchaîné avec les cours, mais 8 h du matin et il se ramène avec sa bouteille, c'est bizarre. Donc voilà, est-ce qu'il a un problème, est-ce qu'il est pris en charge correctement, etc. Donc vous n'êtes pas forcément son ami, par contre, vous pouvez tenter de lui en parler en expliquant que vous l'avez un petit peu pris en charge et que vous avez remarqué. Vous pouvez aussi le signaler aux élus, aux représentants de la promotion, ou alors anonymement à l'administration si vous voyez que ça recommence et que enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Donc ici, je vous ai mis les petits professionnels à consulter. Ça, c'est vraiment important à connaître, genre déjà le médecin traitant de personne, un psychologue scolaire qui est au pôle santé en général, le BAPU, donc ça, c'est le bureau d'accueil psychiatrique de l'université. C'est dans chaque université normalement, et il y a des psychiatres qui sont là, et ça coûte pas un sou, et c'est anonyme, évidemment. Et si jamais, le centre d'addictologie le plus proche. Voilà. Ensuite, en conclusion, vous pouvez un petit peu parler du coup de l'abus d'alcool et que c'est quand même fréquemment retrouvé dans les annales d'abus. Donc ça, ne le dites pas au jury, mais je vous le dis à vous. Et que vous pouvez dire que l'alcool, par exemple, est une substance légale, ça peut avoir des conséquences dramatiques et que c'est quand même plus fréquent qu'on ne le pense. Donc, et aussi, vous pouvez souligner la difficulté du sujet, c'était qu'on ne connaissait pas l'étudiant et est-ce qu'on aurait réagi différemment, je ne sais pas si on le connaissait par exemple. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? D'accord. D'accord. On a vu mon fond d'écran, c'est super. Du coup, non, ça a l'air d'aller. Manon, il y a une Non, pas de question ou pas? question. Ok. Vous notez la difficulté. Je trouvais qu'il était un peu plus simple celui-là de sujet. Celui Enfin, d'avant, normalement, celui d'avant, il l'avait noté. 5 sur 10 pour la metformine. combien? 5. 5? Ouais, 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 en pour vrai, celui ouais. de la metformine. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ils sont forts, ils sont forts. Alors, donc, dernier sujet. Après, on passe rapido au même 1. Du coup, vous êtes dans la ligne 1 du tramway à Nice, une personne âgée semble faire un malaise, mais personne ne réagit, vous n'avez pas spécialement de compétences médicales. Quelle est votre réaction face à cette situation? Alors, ça, c'est un sujet que j'ai un peu adapté d'une annale d'une autre ville. Moi, je le trouve merdique, ce sujet, mais j'étais obligée de vous le faire tomber pour que vous vous habituez à avoir des sujets merdiques aussi. Moi, je trouve qu'il est vraiment pas long, ce sujet. Et vraiment, le contexte, il est ultra libre, hyper... enfin, c'est hyper... je sais pas, j'aime pas trop ce sujet, je le trouve nul. Bon, c'est pas grave. Donc c'est difficile sur ça, par exemple, moi je trouve de tenir 5 minutes. Ça, pour moi, c'est impossible. Alors, intro, contextualisation. Donc là, le personnage incarné, encore une fois, c'est vous-même. Donc vous êtes étudiant en LAS à Nice.
Limite, vous n'êtes pas un professionnel de santé, vous n'êtes pas forcément formé aux gestes de premier secours. Peut-être oui, peut-être que non. Mais du coup, on va un petit peu jauger les deux situations. Le deuxième personnage, c'est une personne âgée que vous ne connaissez pas qui fait le malaise dans un transport public. On a quand même un degré d'urgence qui est élevé parce qu'un malaise, ça peut être tout et rien. D'accord? C'est pour ça qu'il est nul ce sujet parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, les autres personnages, parce qu'il faut vraiment dire qu'il y a d'autres personnages, c'est les autres passagers du tramway. Et là, ils font un peu chier parce qu'ils réagissent pas. Donc, on est déjà dans une situation de non-assistance en personne en danger. Donc, ça, vous pouvez le dire. Et ici, ce qu'il faut vraiment que vous précisiez, c'est que vous êtes le premier et le seul à devoir réagir, vu que personne ne réagit à part vous. Ok, réaction-solution. Évidemment, il faut être rapide. Donc, là, on part du principe que dans ce sujet, vous n'avez pas de connaissances médicales. Donc, il va falloir absolument demander de l'aide. C'est pas parce que les gens n'ont pas réagi qu'ils ne vont pas vous aider par la suite. Peut-être qu'ils n'ont pas vu, par exemple. Ça, il faut aussi le souligner. Donc là, l'enjeu, ça va être vraiment de demander, d'aller voir la personne et de demander aux autres s'il y a des gens qui sont formés au secours dans le transport. En général, vous avez toujours quelqu'un. C'est important de se rendre compte, de se mettre dans la situation, de vous représenter en gros le tramway et les gens autour et de vous dire si je commence à demander de l'aide et tout, il y a forcément des gens qui vont arriver. Vous n'allez pas juste être tout seul dans votre coin à pas parler, quoi. Voilà. Donc, les signes que vous pouvez repérer, donc là, c'est des signes quand même classiques. Enfin, je pense qu'on a tous vu quelqu'un faire un malaise quand même dans notre vie, c'est vertige, pâleur, sueur, etc. Ça devrait aller. Vous pouvez dire au jury que vous pouvez citer quelques signes et tout. Ça, c'est pertinent. Le truc qui était important et que vous n'avez pas forcément dit, c'est que, encore une fois, ça, ça montre que vous vous mettez vraiment dans la situation, mais dans un tramway, comme dans les transports en général ou les lieux publics en général, il y a toujours des bornes d'appel d'urgence. Donc, je ne sais pas si vous prenez tout le temps le tram et tout. Moi, j'adore le tram. Il y a des bornes d'appel d'urgence et du coup, vous pouvez contacter les agents de ligne d'Azur, d'accord? Et en fait, il faut absolument les utiliser parce que je ne sais pas si vous avez déjà été bloqué 30 minutes dans un tram parce que quelqu'un faisait un malaise, mais en général, le tram s'immobilise et en fait, il reste immobilisé jusqu'à ce que la personne elle soit évacuée et qu'elle soit prise en charge par le SAMU. Donc ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le savoir, mais c'est un peu du bon sens de savoir qu'il y a toujours de quoi appeler secours dans un transport. Voilà. Donc par exemple, aux mises en situation, le sujet c'était sur la prom et il y a des bornes d'appel d'urgence sur la prom, par exemple. Donc là, c'est pareil. Donc c'est important. Éventuellement, il faut réussir à prévenir le conducteur et peut-être que le conducteur, il est plus... Alors ça, j'en sais rien, mais on peut supposer que le conducteur, il est formé aux gestes de premier secours quand même. On ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. Ça, c'est un petit peu bonus. Voilà. Donc, oui, sachez aussi que si la personne fait un malaise, c'est urgence, surtout une personne âgée, c'est urgence directe. Parce que déjà, il peut y avoir un traumatisme, il faut faire des examens, imagerie et tout. Et encore une fois, on ne sait pas ce que c'est la cause du malaise. Donc, dans tous les cas, c'est urgence. C'est pas juste si elle va mieux, on lui donne du sucre, peut-être on la raccompagne chez elle. Ça, c'est un peu chelou de faire quand même. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais évitez en vrai. Voilà. Et là aussi, c'était un petit peu un truc genre en plus, mais si jamais, peut-être un truc qui était urgent, c'était de repérer si la personne elle respire, parce que si la personne ne respire pas, et c'est vraiment le critère principal, il faudra potentiellement, avec que quelqu'un qui soit formé, commence les compressions cardiaques et que vous commenciez à trouver un défibrillateur automatique externe. Automatique, d'accord, Aniel. Mais ça, c'était vraiment bonus de fou. Mais c'est juste, voilà, et si jamais la personne, en fait, elle faisait un arrêt, voilà. C'était un petit peu un truc bonus. Et évidemment, le truc qui coule de source, mais il faut vraiment le préciser, c'est qu'on ne laisse pas une personne seule jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge. Donc, on essaie de la rassurer si elle reprend connaissance, on essaie de rester avec elle. Vous n'allez pas. Je ne sais pas si vous avez un rendez-vous urgent, mais quand même, on l'annule, on est des bonnes personnes. Voilà. Et la conclusion de l'ouverture, c'est donc ici la difficulté, c'était qu'en fait, on vous imposait l'absence de connaissances. Donc ça veut dire qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait. Par contre, on savait qu'il fallait réagir. Et aussi le fait que l'entourage était chiant et qu'il n'avait pas réagi au début. Donc là, même si vous étiez que étudiant et vous-même, bah, il fallait prévenir les secours, prévenir ligne d'Azur, il fallait trouver des pros dans le tram, il fallait un petit peu se faire remarquer et tout, quoi. C'était ça la difficulté du sujet. Mais je crois qu'il a été quand même relativement bien réussi, ce sujet. Donc bravo, félicitations. Est-ce que vous avez des questions? Et surtout, notez-moi ce truc. N'hésitez pas à prendre la parole. Après, on passe au PAX. Ok. Ça va, maintenant, il y a des Pas de questions ou pas? question. Slay.
Bon, le PAX, moi, c'était mon sujet préféré, hein, je le dis tout de suite. Je trouvais ça grave marrant parce que personne n'a de connaissances sur le PAX et enfin, je sais pas, je trouve ça drôle. Et en vrai, il y avait plus de perspectives qu'on peut le penser parce que je trouve qu'il y avait quand même des trucs sociaux et sociétaux assez pertinents. Là, je vous montre juste le texte, c'est dispo sur le forum, je le répète, parce qu'après, je vais aller direct sur la correction. Donc voilà, vous aviez deux extraits de texte. En fait, quand il y a un espace entre les deux textes, ça veut dire qu'en gros, c'est des passages qui sont un peu éloignés dans l'étude, mais du coup, c'est des extraits de texte. Et les deux, donc là, vous voyez figure 1, figure 2, ils se réfèrent à des figures qu'on a mis en dessous. Donc le jour J, je ne vais pas vous cacher que ça risque d'être très moche et très petit. Donc voilà, j'ai vraiment fait la même mise en page que ce qu'il y aura le jour J. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'il fallait absolument repérer direct, c'était la source, donc l'INSEE. Donc ça, l'INSEE, vraiment, vous êtes obligé de savoir ce que c'est, hein. C'est mort de ne pas présenter l'INSEE, hein. Et ici, il y avait marqué enquête annuelle de recensement 2016. Donc on n'a pas vraiment la date du document. Par contre, on sait que les données, elles datent de 2016. Voilà. Là, c'était le truc à repérer direct. Alors, où est-ce qu'elle est ma correction? Correction PAX. Ok, on commence. Donc là, j'ai fait vraiment la méthode de Stacy Panini. Le première partie, c'est présentation du document et problématique générale. Donc là, je vous ai dit, la source, c'est l'INSEE. L'INSEE, c'est obligatoire de savoir ce que c'est. C'est Institut national de la statistique et des études économiques. Genre vraiment, ça, vous ne pouvez pas ne pas le dire si vous avez un texte de l'INSEE. Le reste, je ne sais pas, mais l'INSEE, ça tombe souvent. L'année, du coup, j'ai dit données de 2016, d'après les graphiques. On ne va pas plus loin, on ne va pas extrapoler. Type de document, extrait d'une étude statistique et socio-économique. Donc ça, c'est basique, hein, mais il faut le dire. Selon, du coup, l'âge, la catégorie socio-pro et le niveau de diplôme. Ça, c'était les variables qu'il y avait dans les graphiques. Voilà. Problématique soulevée, on a fait plusieurs... Enfin, moi, j'aime bien les séparer par... ou genre si c'est social, économique et juridique, comme il y a dans la méthode de Stassini. Du coup, social, là, j'aimais... Enfin, moi, je... Alors oui, les questions, j'aime pas trop poser une question juridique parce que je trouve qu'on a l'air un peu con. Genre, enfin, je suis hyper limite. Parce que je trouve que genre on lui pose une question, genre il te regarde un peu en mode ok. Enfin, faites une phrase, genre juste avec un point, je trouve que c'est mieux. Donc là, j'ai mis, il s'agit d'abord de s'intéresser aux causes de préférence du PACS par rapport à d'autres formes d'union, donc mariage ou union libre, chez les jeunes adultes. Là, je trouve que c'est simple, ça. C'est sobre et c'est simple, ça fait pro. Économie, éducation, du coup, on peut s'interroger sur le lien qui existe entre le niveau de diplôme et la catégorie socio-pro et le choix du PACS. Et juridique sociologique, du coup, la place du PACS dans l'évolution des normes familiales et des représentations sociales. Parce que le PACS, c'est pas les mêmes conditions juridiques que le mariage, par exemple. Enfin, il y avait plein de trucs à dire sur ça, quoi. J'espère que vous avez le texte sous les yeux quand même, parce que sinon, c'est un peu chaud. Vu que je peux pas trop faire d'aller-retour. Mais enfin, là, le plus pertinent que je peux vous montrer, c'est vraiment comment j'ai séparé les problématiques et les hypothèses de réponse. Aussi, ce qui est important de dire, c'est que vous avez le droit de faire un plan où c'est problématique, hypothèse, perspective, et ensuite vous passez à problématique numéro 2, hypothèse numéro 2, perspective numéro 2. Vous avez le droit de faire ça, ça ne change rien. Genre les jurys, ça leur fait, ils s'en foutent, c'est la même chose pour eux. Moi, j'aime bien faire problématique, hypothèse et perspective, mais ça, c'est moi, genre. C'est moi. Je ne suis pas forcément un modèle. Enfin, j'ai pas passé les oraux, quoi. Donc, c'est- Ok, hypothèse de réponse. Du coup, là, on va essayer de répondre dans l'ordre des problématiques qu'on a données et à chaque fois, on rappelle. On dit, bah là, on va répondre on va donner l'hypothèse pour la problématique sociale. Donc, chez les jeunes adultes, par exemple, ici, ce qu'on pouvait dire, c'était que bah, le PACS, ça offrait une solution intermédiaire. C'était quand même plus engageant que l'union libre, mais c'était quand même moins chiant que, grosso modo, hein, le mariage. Je suis cru comme ça, on va vite, on comprend bien et que ça correspondait davantage à quelque chose de pragmatique et temporaire. C'est pas un mariage où il faut vraiment se lancer ensuite dans un divorce et tout à l'issue d'un échec, quoi. Et surtout, c'est surtout quand on est un jeune adulte, bah, c'est peut-être mieux dans une phase de vie où bah, c'est quand même relativement instable. Maintenant, jusqu'à ce qu'on ait, ça dépend des études, mais jusqu'à 25 ans en général, on n'est pas très très bien parti pour être très stable dans la vie. Genre, on n'a pas de propriété, on n'a pas forcément le permis déjà. Enfin voilà, il y a plein de choses qui changent avec l'évolution de la société. Et vous pouviez dire par exemple, bah, les jeunes, ils ont de plus en plus accès aux études, puisqu'on est quasiment tous en études sup maintenant. Ou alors, on peut dire aussi que les études, elles s'allongent de plus en plus. Voilà, et que c'est les débuts de carrière, etc.
c'est des choses que vous pouvez ajouter et c'est ultra pertinent. Ensuite, hypothèse numéro 2. Là, on va sur ce qui était économique, etc. Donc déjà, ce que vous pouviez dire, c'est que ceux qui étaient les jeunes cadres et les diplômés, ils auraient davantage connaissance des avantages pratiques et fiscaux du PACS que enfin, par rapport à l'Union libre, par exemple. Enfin, alors, je ne les connais même pas, hein, mais vous n'étiez pas non plus obligé de les connaître. Mais en vrai, ça coule de source. Genre, on ne se PACS pas pour rien non plus. Genre. Voilà. Et ensuite, écart culturel et institutionnel entre les classes sociales, ça influencerait, puisque apparemment, le mariage, c'est plus valorisant dans les milieux qui sont moins diplômés. Alors ça, vous pouviez proposer, je ne me suis pas lancée là-dedans, vous pouviez proposer des hypothèses de réponse, mais en vrai, vous pouviez complètement parler de cet écart culturel entre les classes sociales, puisque ça existe, et puis voilà. Et aussi, ce que vous pouviez dire, je crois que je ne l'ai pas mis, mais c'est qu'un mariage, ça coûte vraiment flash cher. Donc, c'était hyper logique, mais vous pouviez le dire aussi. Et ensuite, hypothèse juridique et sociale du couple. C'est vrai que là, vous pouviez parler déjà au niveau social de l'évolution, enfin, alors social, c'était plutôt genre sociétal. Euh, Vous pouviez parler de l'évolution de la société, parce on peut dire que dans la société actuelle, bah, l'engagement, ça devient quand même plus souple. C'est quand même quelque chose qui est moins valorisé. C'est pas comme à l'époque où bah, c'était très mal vu de divorcer, que le mariage c'était vraiment présenté comme une fin en soi, c'était vraiment un objectif de vie. Mais ça, c'était une autre époque. Et ça, vous pouvez complètement le dire, vous pouvez citer des livres, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ça, c'était quand même, je trouve, quelque chose qu'il ne fallait pas louper. Et c'était aussi voilà, un indicateur de l'individualisation de la société, puisque effectivement, les modèles d'union, ils sont de plus en plus libres et on va moins s'enfermer dans des modèles tels que le mariage, par exemple. Ok, et du coup là, les perspectives de réponse, les approfondissements, pareil, donc j'ai fait dans l'ordre. Est-ce que je vais vraiment tout lire? Je sais pas. Je sais plus si dans le texte il précisait que le PAC s'était créé en 1999, mais en tout cas, si vous le saviez, bah, très slay, mais vraiment très très récent le PAX. Et c'est vraiment de plus en plus populaire. Ça devient de plus en plus normal de se paxer, même si le terme il est pourri. Voilà, donc là, ce que vous pouviez proposer, par exemple, pour les enjeux sociaux, c'était de croiser ces données avec celles sur les séparations, les recompositions familiales, l'âge moyen du premier mariage, etc. Parce qu'en vrai, ça pourrait permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi le PACS, ça se banalise de plus en plus. Donc là, en fait, il fallait un peu proposer genre des études complémentaires. En gros, c'était ça. Ensuite, deuxième perspective de réponse, le lien entre le diplôme et la catégorie sociale. Donc déjà, on pouvait peut-être se dire peut-être qu'on pourrait comparer les statistiques de mariage selon les revenus. Parce que là, on a fait certes la classe sociale et le niveau de diplôme, mais il y a d'autres facteurs. Voilà, il y a la stabilité professionnelle, suivant le métier qu'on exerce, la localisation aussi. Enfin, rien qu'à l'échelle de la France, ça pourrait être pertinent. Enfin, voilà, vous pouvez dire, oh, on pourrait faire une carte. Alors, je sais qu'ils aiment bien les cartes, les jurys. Vous pourriez dire, on pourrait comparer ça avec une carte de la France, et tout, je sais pas, des trucs comme ça. C'est très libre, hein. Et ah oui, un truc qui était sympa aussi, je trouvais, c'était les représentations sociales du mariage avec la tradition, la religion, etc. Parce que c'est vrai que le mariage, ça reste quelque chose de très religieux à l'origine. Et de se lancer un petit peu dans des perspectives religieuses, je trouve que c'était très pertinent. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, je l'ai lu dans les appréciations. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où il y a une majorité d'athées maintenant en France, il me semble. Donc, est-ce que ce serait aussi par rapport à un recul de la religion que ces dernières années, hein, parce que je crois qu'il y a une petite recrudescence dernièrement. Peut-être que par exemple, voilà, vu qu'il y avait une surreprésentation de l'athéisme, peut-être que le mariage c'était plus aussi important qu'à l'époque où la France était un peu plus religieuse. Mais c'était tendax, hein, il ne fallait pas dire n'importe quoi sur ça, hein. Faites attention. Et enfin, évolution juridique, bah, ça aurait été pertinent dans d'autres, peut-être dans d'autres documents d'examiner la distinction. Ce que je vous dis, moi, j'en sais rien en fait de ça entre le PACS et le mariage. Je ne connais pas les droits, les successions, la fiscalité, etc. Mais vous pouviez dire que c'était une perspective intéressante à explorer. Et ensuite, étudier comment les politiques publiques s'adaptent aux nouvelles formes d'union, puisque forcément, si tout le monde se paxe, il va bien falloir qu'on voit un petit peu comment on s'occupe des allocations, des logements, de la santé, etc. Mais ça, voilà, ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le savoir. Conclusion rapide, à chaque fois je mets rapide parce que moi, pour moi, la conclusion, ça va vite, je trouve, parce que sinon c'est chiant. Ça veut dire que vous n'avez pas assez bien développé si vous faites une conclusion très longue. Je suis très crue, mais je trouve que c'est vrai en tant que jury. Donc là, j'ai fait une petite. Vous pouvez lire, hein, c'est pas
non plus. Et ce qui est bien, vraiment le même 1, je trouve que c'est vraiment l'épreuve où c'est important de mettre une ouverture pour qu'on montre que vous avez compris le sujet. Donc là, par exemple, c'était, est-ce que c'est parce que on voit que, par exemple, d'un point de vue affectif et relationnel, l'engagement, c'est de plus en plus rationnel pour les gens à cause de l'individualisme, etc. Ou alors c'est juste le romantisme qui évolue. Bon, ça, c'est un peu philo, mais je trouve que c'est pertinent avec le sujet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le même 1? Normalement, le même 1, c'est vraiment la méthode, elle est actée depuis plusieurs années. Il y a plein d'exemples corrigés sur le forum, mais je vous ai quand même fait une correction au cas où. Ça va ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok, vous avez trouvé dur ou pas celui-là? Est-ce que genre, ça vous a un petit peu déstabilisé de plus tout savoir ce que c'était le PAX, par exemple? Je me dis s'y répondre. Parce que ce que je disais, je sais plus, je l'avais dit à quelques groupes, mais il y a quelques années, par exemple, c'était les sujets, ils étaient sur le Nutri-Score ou alors ils étaient sur les logements. Enfin, en fait, ça peut vraiment être des sujets, genre le thème, il est impossible, quoi. C'est des trucs, on peut absolument pas les préparer et c'est pas grave du tout. Encore une fois, il n'y a pas de connaissances qui sont attendues aux oraux. Des connaissances de culture G de base, oui, mais des connaissances comme ça sur le PAX, non, absolument pas. Donc si vous savez pas ce que c'est pas grave. Dites-vous que la majorité des gens, ils savent pas ce que c'est non plus, hein. Les autres ne sont pas si forts. Ouais. Ils ont Je trouvé le vous montre sujet un surprenant. surprenant. Bah écoutez, C'est le mot, c'était c'est mon le mot objectif. type. C'était vraiment le mot à choisir. C'était mon objectif. Voilà, je voulais un petit peu vous déstabiliser. Désolée. Désolée la team. Ok. Vaut Et mieux ça enfin, que un faire des sujet. sujets. Quoi? Mieux ça que faire des sujets trop simples. Ben, je suis d'accord, hein, parce qu'en soi, il faut. En vrai, dites-vous, plus le sujet il est un peu surprenant comme ça et tout, plus ce sera discriminant. Parce que enfin, vous allez pouvoir faire la différence avec d'autres personnes. Donc en vrai, c'est une bonne chose. Faut toujours voir le positif là-dessus. Ok, je vous laisse un petit peu lire, hein, si jamais en diagonale. Mais deuxième sujet, moi, je le trouvais un peu plus chaud, parce que je trouve que la figure 2 elle était merdique. Mais c'est un super sujet parce que c'est un sujet sur les femmes. Ça, c'est cool. Alors oui, disclaimer, il y a des gens dans les appréciations, j'ai vu, ils ont dit des trucs à la limite sur les femmes et premier degré. Ça, c'est pas possible, hein. C'était même pas le thème en vrai. C'était pas du tout ça. On s'en fout de votre opinion sur l'égalité homme-femme. Vraiment, c'était hors sujet de fou. Et en plus, enfin, vous allez pas dire ça à l'oral. Je veux dire, vous êtes des malades si vous faites ça. On reste nuancé, on reste modéré et surtout on ne se met pas hors sujet, on analyse le texte. Votre opinion personnelle, on s'en fiche. Genre, je suis un peu crue, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonnée de voir ça. Après, on parle de deux, trois personnes, hein, mais si jamais elles sont là, faites attention. Parce que ça, c'est rédhibitoire. C'est Juste rédhibitoire le jour de l'oral. ques- Ouais. question, quand est-ce qu'ils reçoivent les appréciations? Quand est-ce qu'on les reçoit? Ouais. Bah, du coup, là, tant que les tuteurs ils finissent de les peaufiner, on va dire, entre guillemets, et ensuite, on va essayer de les envoyer dans la semaine. De toute façon, je ferai une com qui annonce que vous allez les recevoir, mais vous les recevrez normalement bien une semaine avant le deuxième oral blanc. Voilà, c'est tout. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Ok, bon, là je pense que c'est bon. Alors ici, encore, ce qu'il fallait voir, c'est que carrément l'INSEE, c'était entre parenthèses dans le titre. Donc là, si vous ne le disiez pas, bah, vous étiez un peu nul. Figure 1, figure 2, on n'a pas forcément les dates. Donc écoutez, ça a l'air d'être récent. Voilà, c'est tout. Ah oui, voilà, 2018, 2010. Donc c'est quand même 2018, ça reste un peu récent. Vous ne pouviez pas aller plus loin. Voilà. Alors, on passe à la correction et après on a fini. Comme quoi, je pensais qu'on allait tenir 1h30 et en fait, pas forcément. Correction, femme créatrice d'entreprise. Déjà, présentation du document, donc je vous ai dit, INSEE, je répète, Institut national de la statistique et des études économiques. Ça, c'est plus le jour de l'oral. Année, données récentes, voilà, je ne me suis pas fait chier. Et type du document, vous le dites, études statistiques socio-économiques basées sur les profils des femmes qui créent les entreprises selon le secteur et le niveau de diplôme. C'est simple, mais il faut vraiment le dire ce terme. Études statistiques socio-économiques, c'est important. Les problématiques soulevées, encore une fois, j'ai fait problématique, hypothèse, perspective, mais vous avez le droit de faire problématique 1, hypothèse 1,
Et perspective numéro 1. Aussi, ce que je voulais préciser, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire 3 problématiques par texte. Vous pouvez avoir une seule problématique, ça dépend du texte, comme vous pouvez en avoir 4. Alors, moi, je trouve que plus de 3, ça commence à être tendu niveau timing, mais vous avez le droit de faire autant de problématiques que vous voulez, entre 1 et 3, voire 4, si jamais c'est des petites problématiques. Il n'y a pas de règles, en gros. Donc, j'ai encore séparé en social, économique et là, j'ai mis culturel parce qu'il n'y avait pas forcément de juridique. Donc, merde, je l'ai laissé sous forme de question. Bon, vous voyez, ça, c'est zéro ANL. Genre, moi, j'aime pas trop quand on pose des questions. Donc, je vais changer, je vais mettre une phrase à la place, mais c'était ça les questions que je m'étais posées quand j'avais vu le texte. Genre, pourquoi est-ce qu'il y a une sous-représentation des femmes créatrices dans certains secteurs? Euh, Au niveau éco, c'était quoi le lien, enfin, éducation surtout, quel est le lien entre le niveau de diplôme des femmes et leur présence dans la création d'entreprise? Parce que la figure 2, elle était un peu nulle parce qu'il y avait des trucs où il n'y avait pas beaucoup de différences. Par contre, il y a des trucs où il y avait des différences flagrantes et ça, il fallait absolument le souligner. Et enfin, en structurel culturel, bah, les écarts entre hommes et femmes dans l'entrepreneuriat sont-ils uniquement liés à la formation? Ou est-ce que, largement, c'est aussi les stéréotypes de genre qui persistent, l'inégalité d'accès à certains secteurs? Ça, c'était un peu plus chaud, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Ok, donc hypothèse de réponse à chaque problématique. Donc, encore une fois, vous rappelez que vous répondez à la problématique sociale, là, par exemple. Donc, sous-représentation dans certains secteurs, bah, vous pouvez décrire un petit peu la première figure. On voyait très bien qu'il y avait des trucs comme les secteurs techniques et industriels. Alors, c'est vrai que c'est perçu encore comme masculin, vous pouvez le dire dans la société. Bah, effectivement, factuellement, au niveau des chiffres, bah, ça a attiré moins de femmes. Et on pouvait peut-être supposer que le fait que ce soit surreprésenté par les hommes de manière historique et que ce soit encore dans les clichés de la société, bah, ça fait que c'est moins accessible aux femmes ou qu'elles ont moins envie de se tourner vers ce genre de secteur, surtout. Ça, il faut vraiment dire. Et que peut-être que voilà, elles reproduisent la structure genrée du marché du travail. Donc là, ça se répercute aussi sur la création d'entreprises dans les différents secteurs. C'était ça l'analyse, hein. Globalement, c'était ça. Quand vous faites l'analyse, il faut vraiment citer les chiffres. J'ai oublié de le préciser, là je ne l'ai pas fait parce que c'est genre correction en deux spi, mais il faut vraiment mettre les chiffres qui sont pertinents. Bon, faites pas que ça, hein, parce qu'il y en a, je les avais vus, ils avaient cité que des chiffres tout le long, c'est pas non plus pertinent de faire ça, mais citez un petit peu un minimum vos graphiques et vos textes. Ok, ensuite, du coup, donc, hypothèse numéro 2, diplôme création d'entreprise. Ce qu'on peut voir dans la figure 2, c'est que, surtout en 2018, donc de manière assez récente, les femmes créatrices d'entreprises étaient beaucoup plus diplômées que les hommes. Donc là, j'ai mis un truc, c'est un peu mal formulé, mais en gros, alors déjà, de manière générale, c'était important de préciser, puisque ça, c'est toutes les études, que les femmes sont un peu plus diplômées que les hommes en France. Ok. Et donc, peut-être que enfin, on pourrait se poser la question de manière générale, pourquoi est-ce qu'elles sont plus diplômées? Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur d'être moins prises au sérieux dans le monde du travail, enfin, parce que ça, c'est un peu historique, hein, etc. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, etc. Donc ça, c'était vos raisons personnelles, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et donc, on a vu aussi dans la figure 1, donc voilà, on switch entre les figures, il n'y a pas de souci, qu'il y avait des secteurs, donc par opposition à l'hypothèse précédente, qui étaient surreprésentés, donc santé, service à la personne, etc. Et ce qu'on pouvait dire sur ces secteurs, c'est que par exemple, rien que la santé, forcément, ça demande une formation qui est beaucoup plus longue que d'autres secteurs qui n'étaient pas forcément très représentés pour les femmes. Donc, vous pouvez dire que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les femmes ont l'air d'être plus diplômées. Genre, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a plein de raisons qui font que les femmes étaient un peu plus diplômées dans la figure 2. Rôle des stéréotypes et des inégalités. Donc là, c'était un peu plus chaud, mais ça va, c'est bon, on s'est fait bassiner tout le lycée sur ça. Du coup, les normes sociales et familiales, vous pouviez en parler, vu que ça peut influencer les orientations scolaires, le choix des filières, etc. Et les freins structurels. Est-ce que les femmes ont moins accès au réseau professionnel? Peut-être qu'elles ont moins accès au financement. Peut-être qu'elles n'ont pas assez de modèles dans les secteurs sous-représentés, etc. Voilà, voilà. Les perspectives de réponse et approfondissement, donc toujours dans l'ordre, hein. Donc, au niveau des disparités sectorielles, on pouvait proposer une analyse plus fine par région, par tranche d'âge. Alors là, c'était déjà un peu. Non, là, c'était par. Juste, ils avaient fait sur deux périodes, en 2018 et 2010. Donc, peut-être qu'on pourrait aller plus loin, par exemple, si les tendances varient voilà, selon le territoire ou les générations. Un truc entre générations, je trouve que c'est plus pertinent à proposer à ce stade. Et aussi, voilà, ça je l'ai mis en plus, mais c'était un peu bonus, examiner les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise selon le genre. Mais ça, c'est un peu chaud comme étude. Genre, je sais même pas comment je le présenterai, donc bonus.
Bonus, bonus. Ensuite, perspective numéro 2, les diplômes et les profils de créatrices. Du coup, on pourrait proposer d'étudier un peu plus en profondeur le parcours scolaire et professionnel des femmes avant la création. Donc comme ça permettrait un petit peu de comprendre l'impact du diplôme, par exemple. Ça peut être sympa. Et de faire surtout une étude comparative avec les hommes moins diplômés, mais qui sont quand même créateurs. Et du coup, ça nous permettrait d'analyser les effets de surqualification féminine à poste égal, on va dire. Ça, c'est des principes qui sont un peu chauds, mais en vrai, ça va. Si vous avez bien potassé le sujet pendant 20 minutes, vous pouvez sortir un synonyme, quoi. Et les perspectives de la troisième partie, c'est le type et frein invisible. Bon, frein invisible, c'est vraiment nul, comme ça fait un peu trop. C'est un peu trop forcé, genre, comme formulation. Voilà, interroger les représentations sociales via des enquêtes, étudier l'impact des politiques publiques, par exemple pour les femmes, est-ce qu'il faudrait en mettre plus, est-ce que... et tout. Ça, c'est des pistes d'action. Donc là, on n'est même pas dans des études, on est vraiment sur de l'action là. Conclusion rapide, encore une fois, pas de trucs à rallonge, s'il vous plaît, par pitié. Le profil des femmes créatrices d'entreprises reste marqué par des inégalités sociales et sectorielles. Ça, il fallait dire que c'était pas, enfin, c'était un peu l'enjeu du sujet, quoi. Donc, si vous n'avez pas placé le terme inégalité sociale, enfin, sectorielle peut-être pas, mais inégalité sociale, il était quand même à placer, quoi. Et voilà. Juste, Vous il y a pouvez une lire. petite question. Ouais. Est-ce que parler de la maternité, c'était pertinent? Ouais. Bah oui, oui, c'est pertinent, c'est toujours pertinent d'en parler, mais alors pour dire, genre pour montrer quoi? Ça veut dire qu'on le mettait par exemple donc pas dans perspective, je pense, mais dans les hypothèses, et on le mettait où alors? Enfin, dans le rôle des stéréotypes et inégalités, c'est ça? La personne, elle peut parler, il n'y a pas de souci. C'est une bonne idée de parler de la maternité. La grossesse, c'est contraignant de facto, plus stéréotype sur qui s'occupe des enfants. Oui, oui, on pouvait en parler, mais ça, en fait, alors sur qui s'occupe des enfants, je sais pas, parce que là, c'est un peu déjà de plus en plus éloigné du sujet. Là, le sujet, c'est vraiment genre entre créateurs d'entreprises et créatrices d'entreprises. Donc, on pouvait dire que peut-être il y a je sais pas, enfin, je sais pas trop, je trouve que ça va un peu loin, mais pourquoi pas parce qu'après, enfin, voilà, la maternité, ça va pas non plus influencer à fond le secteur de la création d'entreprise, quoi. C'est pas un truc forcément. C'est vraiment une fois que tu es dans le monde du travail que ça commence. Enfin, ça peut être quelque chose à étudier, mais c'est tout. Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit le truc qui était à retenir. Mais en vrai, oui, si c'est bien amené, ça peut être pertinent. Je sais pas ce que la personne a dit à son oral. Peut-être qu'elle peut nous le partager, comme ça je peux le rajouter si jamais c'est pas mal. Et je finis juste avec l'ouverture, du coup, voilà, peut-être étudier les effets à long terme de ces créations d'entreprises. Est-ce qu'elles marchent bien à long terme? Est-ce qu'elles se développent aussi vite que celles des créateurs? Des trucs comme ça. Voilà, voilà. Mais encore une fois, voilà, il y a des gens, ils sont partis en sucette, quoi. Ils ont commencé, ils sont partis. Voilà. Si vous aimez pas les femmes, faut pas le montrer le jour de l'oral, quoi. Et il faut un peu travailler sur vous-même aussi. Juste, je vous montre aussi, mais on avait fait des vagues de questions pour les tuteurs quand ils vous ont interrogé. Et en fait, je vais les mettre sur le forum. Et c'était des questions suivant le niveau de l'étudiant. Donc ça, je voulais, enfin, je vais pas vous les faire, hein, mais juste je vous montre ce que c'est. Je vais vous les mettre sur le forum. Comme ça, vous voyez. Et ce que je voulais vous expliquer, en gros, c'est que... Attendez, j'arrête le partage d'écran, parce que là, ça devient gênant. Et, ce que je voulais vous montrer, c'est que... pourquoi je suis à l'envers? Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous êtes un super étudiant, ils vont vous faire des questions de bâtard. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de la banque de questions. Voilà. Alors que si ils voient que vous êtes un petit peu en difficulté sur le sujet, ils vont vous poser des questions simples en général. Voilà. Et ça ne va pas non plus vous influencer trop négativement le type de questions qu'ils vous posent, tant que vous répondez bien.